Les startups sont-elles l'avenir de l'économie française? La Startup Nation, coup de com' ou réalité? Quel bilan pour la French Tech? Charlie Perrault, la chef du service startup des Échos, est aujourd'hui l'invitée de Tricolore pour répondre à toutes ces questions. Abonnez-vous. Bonjour Charlie Perrault. Bonjour. Merci, bienvenue sur Tricolore. Peux-tu, pour commencer, te présenter? Je suis Charlie Perrault et je suis chef du service startup aux Échos, donc le quotidien. Donc je gère une page dans le journal tous les jours, aussi une newsletter quotidienne et une newsletter aussi sur LinkedIn, mais là qui est hebdomadaire. Et puis je suis célibataire sans enfant, voilà. Parce que les gens commencent toujours par dire je suis papa et j'ai des enfants, moi rien. Bon, merci. On va commencer par le commencement. Comment tu définirais une start-up? C'est vrai que en quoi ça diffère, par exemple, de l'entreprise innovante du XXe siècle ou du XIXe siècle? Pourquoi il y a besoin aujourd'hui d'utiliser un néologisme? Alors parce que déjà, c'est bon. Je ne sais même pas d'ailleurs qui a inventé un petit peu ce terme, mais l'idée, il n'y a pas de définition déjà. Vraiment, tu regardes. De la start-up, c'est une entreprise qui va être à forte croissance et qui a un caractère innovant. C'est, on va dire, les deux critères qu'on retient. Caractère innovant, c'est pas forcément que de la tech, hein, être sur le digital, faire une application ou un logiciel, mais ça peut être dans la façon de créer des produits, de distribuer aussi. Tu vois, on a beaucoup parlé de marketplace, voilà, tout ce qui s'est fait autour d'Uber. Donc voilà, c'est ces deux critères. Et sinon, après, ça peut être vraiment des boîtes dans tous les secteurs, hein, que ce soit dans le commerce. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi dans l'industrie. Tu as beaucoup de boîtes qui font des choses, peut-être comme Insect par exemple, qui font des protéines voilà, à base d'insectes. Donc c'est très très varié. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, je suis volontairement provocateur, mais bullshit parfois avec l'étiquette start-up, comme si start-up c'est forcément bien, c'est forcément génial, mais en fait, bon, c'est des fois des entreprises qui sont vieilles comme le monde. Oui, alors là, il y en a beaucoup, parce que moi, pour recevoir beaucoup de demandes entrantes, que ce soit d'entreprises ou de communicants, c'est vrai que des fois, on reçoit des choses comme, bon, j'ai créé des boissons sans alcool. Je suis une start-up sans alcool. Je fais, non, t'es juste une entreprise Ouais. et qui te met sur un créneau. Il y a rien de, alors tu innoves un peu, mais je veux dire, il y a plein de boîtes qui le font. T'as les très grands groupes qui aussi se mettent sur ces créneaux-là. Donc c'est vrai que c'est parfois tu as utilisé à mauvais, alors peut-être pas à mauvais escient, mais ça fait beaucoup plus marketing. C'est très sexy de dire qu'on est une Oui. start-up, tu vois, c'est plus shiny, ça peut intéresser plus facilement les investisseurs ou ceux que tu veux recruter aussi. Tu vois, Oui. quand t'es jeune, t'as peut-être plus aujourd'hui envie d'aller travailler dans une start-up que d'aller travailler dans une PME, une ETI, alors que c'est super. Et est-ce qu'il y a vraiment un esprit différent dans l'approche de créer l'entreprise? Est-ce que quelqu'un qui va travailler dans une start-up va vraiment avoir, on va dire, une vie d'entreprise différente? Est-ce qu'il y a une culture, quelque chose? Ça dépend si le dirigeant, la dirigeante fait le choix d'aller lever des fonds ou de s'autofinancer. Quand tu t'autofinances, c'est comme beaucoup de Oui, PME, TPE, tu gagnes, enfin tu gagnes de l'argent hein, avec tes clients, ou alors tu vas aller peut-être à la banque faire des prêts, des subventions. Mais si tu es une start-up qui veut forcément aller tout de suite lever de l'argent parce que tu as besoin d'investir beaucoup pour aller vite, là c'est vraiment pas du tout le même mindset, hein, le même état d'esprit. Et donc là, tu dois investir énormément, et avoir tout de suite des équipes peut-être un peu plus grosses que commencer à 2-3, quoi. d'accord. Et justement, puisqu'on parle de culture et d'état d'esprit, le président de la République, Emmanuel Macron, quand il avait été élu en 2017, avait parlé de Startup Nation. Startup Nation qui reprend en fait le concept israélien d'un livre qui parle des startups israéliennes. Est-ce que il y a vraiment un état d'esprit, une forme d'ADN français qui fait qu'on est plus ouvert à cette économie-là des startups, ou est-ce qu'il y a une vraie structuration, une vraie place qui est donnée aux startups en France, ou est-ce que ça reflète vraiment quelque chose, ou c'était simplement un slogan Oh, politique? c'était au début un slogan, parce qu'il fallait quand même impulser, parce que quand il en a parlé, oui, en 2017, l'écosystème était déjà un peu en place, hein.
On avait créé en 2013 la fameuse mission French Tech, donc ce label avec le petit coq rouge, Oui. qui a commencé à être un peu, c'est devenu une marque, hein, un peu, ça a été aussi marketing, mais c'était fait exprès pour fédérer toutes les startups, mais aussi montrer aux grands groupes, aux institutionnels, ce que c'est être une startup. En 2013, on était vraiment très loin. Il y avait très très peu d'entreprises. Il y avait Blablacar, par exemple. Voilà, je vais pas dire qu'on les comptait sur les doigts de la main, mais il y en avait très peu. Donc c'est vrai que ça a impulsé un peu ce côté. Voilà, on communique beaucoup là-dessus pour vraiment créer un terreau, et aussi l'enjeu, je pense qu'il y avait aussi Emmanuel Macron avait, et notamment BPI France, qui est un peu le bras armé financier de l'État, c'était d'attirer aussi les investisseurs étrangers, parce que c'est ce qui nous manquait beaucoup à l'époque, 2017. Aujourd'hui, c'est assez classique, hein, d'avoir beaucoup de fonds étrangers au capital des startups. Et voilà, donc ça, et puis ça a vraiment bien marché, parce que suite à ça, ça a fait venir des étrangers, mais que ce soit des investisseurs, mais aussi beaucoup de talents, et des gens peut-être qui étaient partis aux États-Unis, qui sont revenus au pays, ou alors des étrangers qui juste ont envie de travailler en France parce qu'il y a un très bon écosystème qui s'est développé. Et donc les startups accueillent finalement ces propositions du gouvernement, de l'État, d'une façon positive, parce que c'est vrai qu'on a l'image de la startup un peu l'outsider, qui sort de nulle part, qui ne demande pas d'aide si ce n'est des fonds, et qui crée on a l'idée de Apple ou d'autres entreprises créées dans un garage. Est-ce que vraiment les start-upers ont envie de ce coup de pouce public? Ah oui, 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 beaucoup. Non, mais ils savent que par contre, tout le monde sait que c'est une grande chance qu'on a. Quand tu vas aux États-Unis, t'es pas du tout aidé. Je veux Oui, dire, nous, BPI France, c'est quand même un cas très particulier d'avoir aussi cette mission French Tech qui, en fait, à part, c'est dans le ministère de l'économie, c'est quand même une équipe, je sais plus, d'une trentaine, quarantaine de personnes, donc qui vient aider aussi les startups pour leurs problèmes administratifs, plein de choses. Enfin, c'est quand même incroyable ce qui a réussi à être développé. Tout le monde est bien content d'aller chercher des subventions pour oui. commencer, parce qu'en plus tout est très simple, et on le voit encore en plus aujourd'hui avec le contexte politique, etc. La French Tech a pris, enfin beaucoup de gens, en tout cas dans la French Tech, ont pris position en se disant, attendez, regardez ce qu'ils ont fait toutes ces années, et franchement, sans l'État, ça n'aurait pas décollé autant, et sans évidemment d'autres acteurs, hein. Je mentionne pas, par exemple, Xavier Niel, qui a fait beaucoup de choses en créant Station F. Il y a aussi le privé qui a aussi impulsé, c'est quand même les deux. Justement, tu parles de BPI France. BPI France annonçait 13 000 startups en 2024. Le chiffre est contesté, c'est difficile de compter, mais est-ce que c'est beaucoup, ou à l'inverse, est-ce que c'est assez? C'est difficile de se dire 13 000 startups. Bon, à l'échelle de l'économie française, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce que c'est déjà énorme? Je... Alors le chiffre, oui, un peu contesté. Moi, je suis plutôt d'accord. Voilà, c'est toujours été entre 13 et 15 000. Alors comme je disais, il n'y a pas de définition, et en fait, c'est Ouais, pas comme tu peux définir une TPE, tu sais combien il y a de salariés, une PME, etc. Là, tu peux avoir des startups qui ont 10 personnes et d'autres qui en ont 500. Donc ouais, tellement ça va très très vite. Alors après, est-ce que tu considères encore une entreprise comme Doctolib comme une startup? Ça, c'est toujours un petit débat qu'on a en interne, parce qu'elle continue, tu sais, à lever des fonds, à croître très très vite, mais d'un côté, elle a plus de 1000 salariés. Ça devient limite un grand groupe, parce que dans la façon dont elle fonctionne, c'est plus du tout comme les débuts. Donc non. Attends, je ne sais plus ce que tu m'as dit. je posais la question, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est beaucoup? Ah, est-ce que c'est beaucoup? C'est difficile à dire. Enfin, moi, beaucoup, pas beaucoup. Après, ça dépend vraiment de ce que la boîte apporte, en fait, ce qu'elle va créer comme valeur, Ouais, ce qu'elle va créer comme emploi. Et il faut penser aussi à tout ce qui se crée en indirect derrière, c'est-à-dire ouais, tout l'écosystème qui se crée autour, que ce soit ça fasse travailler d'autres entreprises, bien sûr, mais tu as aujourd'hui tout un écosystème. Tu as de plus en plus d'avocats qui font les opérations des startups, de banquiers d'affaires. Enfin, tu as vraiment plein de choses. Donc dire que c'est beaucoup, pas beaucoup, franchement, par rapport à la population, c'est quand même pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la création d'emplois. Alors, tu as eu des études qui ont été un peu menées, et alors en termes d'emplois directs et indirects, c'est presque 1 million, enfin, à peu près. oui. Donc, on est quand même sur une économie assez grosse. Après, en direct, c'est quand même beaucoup moins. Mais je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder, plutôt que le nombre de startups, de licornes, de tout ça. D'accord, voilà, justement, j'allais te poser une question sur le nombre de licornes.
j'allais pas demander si c'était assez ou pas, comme je viens de le faire, mais une trentaine de licornes en France, c'est ça. Bon, le chiffre exact, c'est difficile selon les valos, mais euh, donc pour rappeler, une licorne, c'est une entreprise, une start-up valorisée à plus d'un milliard d'euros. Est-ce qu'on est en retard par rapport aux États-Unis? Je suis allé chercher le chiffre, 487 en 2021, 30 en France. Si on ramène par le nombre d'habitants, il y en a quand même plus aux États-Unis. Comment on l'explique et pourquoi, malgré tous ces efforts faits, que ce soit depuis le privé, les gens qui créent des startups ou même l'État, comme tu le dis, comment on explique que malgré tout, il n'y ait pas une explosion du nombre de licornes en France? Bah, il y a un gros décalage déjà, hein. Nous, on est quand même bien en retard par rapport aux États-Unis. Eux, ils ont commencé, si tu veux, dans les années 80, quoi. Ils ont commencé à avoir des groupes dans la tech, etc., qui se sont créés. Google 2000, quoi. Donc forcément, par rapport à chez nous, on est techniquement plus en retard. Même si l'écart maintenant se rétrécit, hein, quand même de plus en plus, mais ce qui fait qu'ils ont créé tout un terreau dans la Silicon Valley avec les géants de la tech. Et comme tu crées cet écosystème de très grands groupes, et ben après autour t'as plein de gens, et on le voit, alors j'ai pas les statistiques, mais d'employés après d'Apple, de Google qui partent et qui créent leur start-up, et donc ils le créent dans le coin parce qu'en plus t'as tous les talents, c'est plus facile. Donc en fait t'as ce gros terreau que nous on commence seulement à avoir là depuis 2-3 ans, ce qu'on appelle, tu sais, le phénomène de mafia. D'ailleurs, ce qui est très connu, c'est la PayPal mafia, et qui après a donné naissance à du Tesla, du LinkedIn avec Elon Musk, etc. Et nous, on commence à le voir là. Et tu vois, par exemple, je l'ai recensé il y a pas longtemps avec Spendesk, par exemple, qui est une de nos licornes dans la finance, qui a pu créer 17, je crois, startups en fait, d'anciens qui sont partis, voilà, créer. C'est que le début. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce gros écart. Et puis, il faut dire que l'argent, le gros, on veut dire la masse, elle est aux États-Unis. Et ce qui fait quand même que quand tu as de l'argent, c'est pas gage de réussite d'avoir de l'argent, mais ça te permet d'aller en tout cas beaucoup plus vite. Et ce qu'ils ont aux États-Unis que nous, on n'a pas aussi, et que pour devenir des licornes, il faut quand même injecter beaucoup d'argent, c'est qu'ils ont des fonds de pension. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui en France et en Europe. Tu disais ces terreaux de ces interconnexions en fait qui permettent de développer des écosystèmes. C'est un peu le projet en fait du label dont on a parlé, French Tech, qui va labelliser des territoires. Pourtant, on sait qu'en France, la moitié à peu près, grosso modo, j'ai pas le chiffre exact, mais plus de la moitié des startups sont en région parisienne. Comment faire pour que ces startups puissent se développer dans d'autres villes en France et que on évite d'avoir un phénomène d'inégalité territoriale? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui change peu à peu avec les années. Avant, c'était 80% des startups qui étaient créées à Paris, région parisienne. Franchement, ça, le chiffre diminue d'année en année. Alors, ça reste quand même, comme tu disais, quand il y a un gros écart. Et pourtant, tu te dis, je vois, bon, certes, Paris, c'est un peu, c'est la capitale, mais tu commences à avoir des métropoles, en tout cas des territoires où il y a des spécialisations. Tu vois, aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes dans l'électronique qui se développent, par exemple, à Grenoble. Dans le Nord, ça va plus tout ce qui va être e-commerce, retail. On commence à avoir ces petits pôles. Et pareil, encore une fois après que tu as des startups, il y en a qui vont quitter ces startups, qui vont en créer dans la région, ils veulent rester là. Donc, je pense qu'il y a un décalage. Et en plus, aujourd'hui, on a une vague de boîtes dans des startups industrielles et de ce qu'on appelle la green tech, donc qui était à faire la transformation environnementale. Et comme c'est des boîtes qui souvent construisent des usines, tu vois, qui ont besoin de terrain, elles vont plus facilement maintenant en région. Alors qu'avant, tu vois, il y a 10 ans, là, on avait surtout des marketplaces et des logiciels. Donc là, on a quand même changé de paradigme. On est plutôt industrie, green tech, ou vraiment start-up, ce qu'on appelle deep tech, donc qui sont sur des innovations de rupture et qui vont peut-être se rapprocher plutôt de labos de recherche et qui peuvent être un peu partout sur le territoire. Donc ça commence à bouger, mais le gros problème qui reste, c'est les investisseurs. Encore une fois, on ramène beaucoup de choses à l'argent, et ces investisseurs sont tous basés à Paris, hein, leur siège est ici, et je ne sais pas pour quelle raison, mais ils doivent pas connaître soit le train, soit les visioconférences. Donc il y a encore cet écart. Alors il y a beaucoup maintenant de clubs de business angels en région qui se forment, mais ils ont quand même une frappe qui est quand même moins importante que des gros fonds de capital risque. Et encore une fois, heureusement que Bpifrance a aussi des antennes un peu en région pour aller sourcer tout ça.
On a parlé des effets positifs et tu parles avec beaucoup d'enthousiasme des startups. On sait que malheureusement, il y a des taux d'échec sur ces startups qui sont extrêmement élevés. Tu as écrit toi-même un article French Tech pic des faillites en 2023. Le taux d'échec, il est donné entre 60 et 75%. Certains sont très pessimistes et disent 90%. Pourquoi un tel chiffre? Qu'est-ce qui manque à ces entreprises pour exploser? Bah, de toute façon, tu paries quand tu crées une start-up, euh, tu vas sur un marché qui n'existe pas forcément encore, tu innoves, tu testes tellement de choses, tu vas tellement vite, tu es toujours en train de changer d'idée, de ce qu'on appelle pivoter, donc changer de stratégie. Donc, tu as quand même beaucoup plus de chances quand même de te planter. T'arrives, je sais pas, et puis tu peux t'attaquer souvent en plus à des grands groupes, tu vois. Tu as pas mal de néobanques, donc de banques en ligne qui sont arrivées pour essayer d'aller titiller les banques. Mais bon, il y a un moment, il y en a les trois quarts qui sont mortes parce que tu as quand même les banques qui sont là depuis très très longtemps et qui ont aussi des sacrés atouts. Donc c'est pour ça. Après, ce que tu parlais de cet article, le pic des faillites, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, puisque la French Tech a toujours été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'argent venait de plus en plus. Puis avec le Covid, évidemment, tout a explosé parce que tout le monde s'est dit, tiens, le digital, c'est quand même vachement pratique. Et donc l'argent a encore plus afflué. Et au bout d'un moment, tu injectes de l'argent et les gens deviennent peut-être un peu plus, je vais pas dire, ils deviennent moins créatifs. Et puis plus t'as d'argent, plus de toute façon tu vas le dépenser parce qu'au faut que tu le dépenses. Et donc tu te reposes un peu sur tes acquis. Tu te dis c'est bon, j'ai de l'argent, ça va le faire. Et ce qui fait qu'après, ça arrive en 2023 où il y a des boîtes, elles se sont juste rendues compte à un moment qu'elles n'avaient pas assez rentré d'argent. Et donc le modèle était un peu dit comme ça fait très bizarre. Hein. Moi, quand tu parles à des gens qui ont des TPE, PME, tu te dis mais comment c'est possible? Mais je te promets qu'il y a des boîtes qui ne savent juste pas gérer très bien leur argent et qui se sont dit mais c'est pas grave, de toute façon mon modèle c'est d'aller en rechercher à chaque fois, d'aller relever. Et sauf que là ça a pu marcher en 2023 parce que les investisseurs se sont un peu rétractés avec la hausse des taux, ils ont préféré mettre leur argent ailleurs, tu vois, sur des comptes qui faisaient 3-4%, c'est beaucoup moins risqué. Et donc voilà, on a eu ce pic de faillite. Alors après c'est aussi des entreprises qui vivotaient, tu vois, aussi avec le Covid, il y en a ce qu'on appelle, on va pas dire des entreprises zombies, mais en tout cas, on savait que ça allait déjà pas bien. Et elles ont eu de l'argent, mais au final, on savait qu'au bout d'un moment, elles allaient finir par mourir. Et est-ce que dans ce que tu dis, il n'y a pas eu aussi l'effet un peu d'une bulle spéculative? Tu disais des modèles où on lève des fonds et encore pour combler les trous. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu l'effet d'une bulle spéculative avec des entreprises parfois valorisées à des montants énormes en levée de fonds, puis au moment de revendre, au moment de l'exit, c'est pas aussi génial qu'espéré. Est-ce qu'il n'y a pas cet effet bulle aussi qui... Ah oui, il y a eu une bulle. On l'appelait comme ça en 2021, début de 2022. Clairement, où je me souviens, pendant 2 mois, on avait une nouvelle licorne par semaine. C'est pas possible, quoi. C'est quand même 1 milliard. Et sur certaines entreprises, même la plupart, qui faisaient, franchement, il y a moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, tu fais le calcul. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Mais ça a été dû en partie à des investisseurs étrangers qui sont venus et qui ont dit on met les valorisations hautes parce que eux ils parient, si tu veux, ils font des paris un peu partout dans le monde. Donc ils se sont dit c'est pas grave, si celle-là elle crache, j'en ai une autre qui va me rapporter 100 fois plus. Donc c'est pas très grave. Et donc voilà, donc ça a fait que ça a complètement explosé et que alors aujourd'hui tu dis les reventes, mais le problème c'est que la plupart elles sont toujours pas sorties. Donc et on parle encore de 30 licornes, mais dans les faits, si elles devaient relever de l'argent aujourd'hui, elles perdraient cette valorisation, la plupart d'entre elles. En fait, elles ne le veulent plus. Donc on attend toujours. Elles ont tellement levé la plupart qu'en fait elles peuvent un peu, tu vois, rester comme ça un long moment sans lever de l'argent. Je veux dire, quand tu as levé 200 millions, je pense que tu peux passer un bon hiver. Donc, on a encore ce truc-là qui fait que elles ont pas encore vendu, elles font pas d'IPO parce que le marché des introductions en bourse est complètement mort. Les IPO, donc introduction en bourse. Donc là, c'est complètement calme, donc personne n'y va. Et donc l'autre voie de sortie, c'est les fusions-acquisitions, ce qu'on appelle le M&A, donc te faire racheter par un grand groupe, soit par un concurrent aussi. On voit de plus en plus de startups se racheter entre elles.
Ça, c'est intéressant. Et aussi des fonds d'investissement, des fonds de private equity, donc qui sont spécialisés, qui rachètent des entreprises qui sont non cotées pour bien les développer et les revendre plus tard. Justement, tu parles de levée de fonds. En France, on a eu récemment l'événement, enfin, Choose Friends. Euh, L'objectif est ouvertement d'attirer des investisseurs étrangers. Est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas assez à lever en France, on n'a pas assez pour se développer en France, il faut attirer de l'étranger? Est-ce que c'est vraiment une fierté de devoir chercher à l'étranger de l'argent? Je... Ah bah, il faut, sinon, si on n'avait pas eu tous les investisseurs étrangers dans la French Tech, aujourd'hui, il y en a plein qui seraient pas à ce niveau-là d'ambition, parce que vraiment, si tu veux aussi aller à l'étranger et que tu as des investisseurs américains que tu veux te développer aux États-Unis, bah, c'est quand même extraordinaire d'avoir ces gens là-bas. Si tu as envie après que ton entreprise soit mondiale, alors tout le monde n'a pas vocation d'avoir des startups mondiales, mais c'est quand même super de se dire que tu peux aujourd'hui créer une entreprise en France et qui peut avoir, tu vois, un rayonnement Mhm. mondial. Ce qui est bon, c'est encore très très compliqué à faire, mais c'est quand même très bien d'avoir ça parce que si tu restes en France et même au niveau européen, on essaye de créer des initiatives, etc. Mais ça reste quand même à chaque fois, on parle de petits milliards, alors qu'aux États-Unis, ils parlent de dizaines, de centaines de milliards. Donc, moi, je trouve que le procès qui est fait souvent de dire que les méchants étrangers qui investissent dans les startups, ça tient pas, puisque c'est bizarre quand on parle du CAC 40, on parle jamais de tout l'actionnariat étranger qu'il y a dans le CAC Oui, 40. c'est Et on le sûr. voit encore depuis récemment avec Total Energy, Oui, qui est en train de se dire, je vais peut-être aller me coter aux États-Unis. Bah oui, parce qu'en fait, la plupart de son actionnariat est étranger, et ça choque beaucoup moins de gens. oui, oui. Mais est-ce que on peut encore parler de French Tech, si c'est possédé par des fonds américains, par exemple? Est-ce que il n'y a pas un peu le côté on se fait voler le trésor Alors, il y a sur certains secteurs où c'est effectivement, je trouve, un peu plus touchy. Tu vois, quand on parle de santé, de défense et tout, c'est vrai que là, mais de toute façon, dès que tu as des rachats de start-up, aujourd'hui, tu as des contrôles à Bercy, etc., hein, sur les investissements étrangers. Et ça va même, moi, je suis très étonnée, j'en parlais encore avec une avocate récemment, qui me disait même pour des petites opérations à 10, 20 millions, t'as quand même Bercy qui vérifie bien et pas sur des choses ultra sensibles. Donc il y a quand même un effort qui est fait. Alors après, d'avoir franchement de se faire piquer, moi je trouve ça. Tant qu'en fait tu as l'entreprise qui est en France, le siège social qui est en France, avec la plupart des effectifs, si tu as au moins la moitié, je dirais, des effectifs en France, moi je trouve que c'est pas du tout choquant. Et surtout, et on le voit encore plus aujourd'hui, nous on a aussi pas mal d'entreprises dans la tech, donc qui sont parties aux États-Unis, qui ont déménagé leurs sièges sociaux. Je pense notamment à Dataiku qui est dans l'intelligence artificielle, mais tu vois toute la R&D, donc recherche et développement, tout est fait en France, donc c'est quand même aussi, je trouve, une bonne chose. Bon, ça, merci le crédit impôt recherche, hein, apparaît pas. Donc voilà, moi, je vois plus ça de ce côté-là Ok, que l'aspect purement financier. Il y a un moment, la finance, c'est mondial. je vois. Et donc tu parlais des enjeux de souveraineté. Le ministère de l'économie a donc bien conscience de ces enjeux. Je pense il y avait eu un rapport du Sénat en 2019 qui parlait de devoir de souveraineté numérique. Il y a quand même cette prise de conscience des gouvernants, c'est pas laissé de côté comme certains l'ont mis en avant dans les médias. Oui, donc tout ce qui est souveraineté, aujourd'hui, on en parle beaucoup avec l'intelligence artificielle. Forcément, nous, en France, on a un acteur qui commence à se démarquer, qui est Mistral AI, et qui est là pour concurrencer OpenAI et donc ChatGPT, là, ce super robot conversationnel. Alors oui, il y a beaucoup d'Américains et d'étrangers, en général, qui sont rentrés, mais il y a quand même des Européens aussi qui sont là. Voilà, alors bon, on n'a pas la table de capitalisation, parce que c'est pas forcément des choses publiques, mais en tout cas, il y a quand même encore des Européens, dont des Français. Après, il faut faire attention avec la question de la souveraineté, c'est-à-dire que c'est bien d'investir dans nos boîtes, dans nos startups,
Mais il y a un moment, faut pas non plus se refermer totalement, quoi. Je veux dire, on est quand même dans un monde. Alors, je vais faire la grande, c'est pas la grande capitaliste, mais c'est quand même aussi important d'aller se nourrir d'autres boîtes, de s'ouvrir et de pas rester enfermé chez nous, à pas faire des partenariats avec ce type d'entreprise. Enfin, ce boîte de la tech, tu vois, des fois qu'on peut qualifier, voilà, de pas terrible. Donc moi c'est ça que je suis toujours. Faut faire attention. C'est deux poids un peu deux mesures. C'est bien d'avoir des solutions cocorico, mais il faut aussi quand même s'ouvrir quand même aux autres. Et justement, tu parles de l'IA. Plusieurs personnes s'inquiètent de certaines startups qui, parfois, il y a un peu l'image d'apprenti sorcier sur la génétique quand tu es sur de la biotech, sur l'IA quand tu es sur de la deep tech. Est-ce que il n'y a pas ce côté un peu la recherche à tout prix et l'éthique pas toujours dans les startups, dans certaines startups aujourd'hui? Ouais, bah c'est un peu le fameux les barbares, quoi. Ouais, Tu fonces et puis après tu réfléchis, tu ouais, regardes les problèmes. Je trouve que ça c'est des choses qu'on voit quand même un peu moins maintenant. C'est vrai que dans les années 2010, encore une fois la génération Uber et Airbnb, tu t'en ouais, fous de la réglementation, t'y vas, tu crées ton audience et après de toute façon tu deviens gros donc tu as plus de poids pour parler aux ouais. régulateurs. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les barbares et c'est vrai que c'était un peu discutable les méthodes. Mais aujourd'hui, tu as quand même une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est intéressant, des gens qui ont 25 ans, qui déjà veulent avoir beaucoup plus d'impact positif. Et c'est pour ça qu'on voit plus aussi de start-up dans l'environnement, qui veulent régler des problèmes sociétaux, sociaux. Et donc, tu as quand même ces questions d'éthique qui se posent beaucoup plus tôt et ouais, beaucoup plus. Et je terminerai sur une question un peu plus ouverte. Selon toi, quelle est la tendance aujourd'hui des startups? Quels sont les grands sujets qui se posent? Est-ce que l'écosystème français va stagner? Est-ce qu'il va évoluer? Qu'est-ce que tu vois pour les 5 prochaines années, on va dire, comme sujets qui émergent, est-ce que c'est les sujets environnementaux qui prennent de la place? Est-ce que on va continuer de voir dans l'intelligence artificielle des évolutions où ça va être un plateau? À quoi doit-on s'attendre pour les prochaines années? La question est un peu difficile parce que ça fait un peu Nostradamus, Oui, oui, mais non, bon, mais on est-ce que voit. tu vois quand même des gens avec qui tu Oui. discutes? Tu as effectivement deux secteurs vraiment où je pense que ça va continuer à se développer. Donc, je disais tout ce qui était green tech, donc transformation environnementale. Franchement, on est encore au tout début. Il n'y a pas encore beaucoup d'investissements. Il y en a quand même déjà un peu, mais il y a de plus en plus d'acteurs de l'investissement, des fonds qui sont en train de se créer pour miser sur ces startups. Donc, on va voir, je pense, beaucoup de choses dans les jours à venir, que ce soit de la décarbonation, des solutions pour l'adaptation climatique, enfin vraiment plein de choses. Et nous, on a une grosse conscience quand même en Europe comparé aux États-Unis. Pour le coup, là, on a beaucoup d'avance sur ces sujets. Tu vois, les États-Unis, je vais pas dire que c'est pas, bon, l'environnement, ils sont quand même un peu, voilà, un petit peu en dessous de nous. Hein, c'est pas Oui. leur préoccupation numéro une. Et ensuite, l'intelligence artificielle, on l'a vu avec quelques startups bien connues. Mais en fait, on a tellement créé encore une fois un écosystème parce qu'on a grâce encore une fois au Crédit Impôt Recherche, on a fait venir des géants de la tech, des Google, des Meta, qui ont créé leur laboratoire d'intelligence artificielle à Paris et qui aujourd'hui, encore une fois, d'autres gens sont partis créer leur startup. Donc pareil, on a un écosystème qui s'est créé et c'est encore le tout début. Là, franchement, alors, on parle aujourd'hui des grands modèles de langage, mais ça se trouve demain, il y aura autre chose. Quand on écoute un peu les spécialistes, tu disais, on va peut-être atteindre un plateau, il y a encore plein de choses à développer. Et on a beaucoup de chercheurs en France qui commencent à sortir, à se dire, tiens, je vais peut-être créer ma start-up, parce que c'est ça qui manque aussi par rapport aux États-Unis. Et là, ça se fait. Il y a beaucoup d'argent qui est mis, en tout cas pour faire sortir ces fameux chercheurs de leur laboratoire et s'associer à des gens en école de commerce, des ingénieurs. Donc ça, c'est quelque chose je pense qu'on va voir beaucoup se développer. Et après, parce qu'on parle beaucoup des startups, mais je trouve qu'il va y avoir aussi de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à l'investissement dans les startups. Aux États-Unis, enfin, je veux dire, le nombre de gens qui ont des actions, etc., enfin, ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Et là, on commence à voir plein de
plein de clubs qui commencent à se créer, tu as des plateformes pour faire du financement participatif. Il y a beaucoup de choses. Tu as l'émission qui veut être mon associé sur M6. Enfin, le truc, c'est un carton. Donc, on sent qu'il y a quand même un intérêt, je trouve, un peu plus grandissant, en tout cas de la population pour ces sujets. Bon, après, ça reste quand même pas non plus, encore une fois, la préoccupation numéro un. Est-ce que c'est une question de génération? C'est les jeunes qui s'intéressent plus aux startups ou il y a toutes les générations qui sont représentées? Non, c'est plutôt les jeunes, hein, quand même. Et nous, on le voit, maintenant, quand tu sors d'école, si tu fais des sondages, avant, c'était on va tous travailler dans un grand groupe, on va chez Stellantis, Renault et tout. Ouais. Aujourd'hui, franchement, c'est le numéro un, c'est je veux travailler en start-up ou créer ma start-up, quoi. Enfin, ou en tout cas, créer une boîte. C'est devenu un peu le truc sexy. Il y a 15 ans, créer ta boîte, c'est genre, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Et ça a été rendu possible par tout ce qu'on a dit au début, de tout ce qui est de l'argent, du public, du privé, tout. Voilà, tout est facilité. Aujourd'hui, tu as un ordinateur, le cloud, donc les serveurs informatiques, et tu peux créer quelque chose déjà avec ça. Et juste avant de terminer, est-ce que tu as des lectures, des podcasts à nous conseiller? Plutôt podcast, j'en écoute. Alors moi, je suis un peu monosujet, donc je suis très entrepreneuriat, tech. Des fois, je me dis, faudrait que je fasse autre chose. Et j'écoute pas mal Tech 45, qui est un très bon podcast dans la tech, où c'est Sébastien Coinon, donc un ancien journaliste de BFM Business, qui reçoit tous les vendredis un entrepreneur pendant 45 minutes. Et j'aime bien parce que il a ce côté très journaliste que je retrouve moins dans les podcasteurs. Voilà, qui sont pas forcément des sérieux, tu vois. Donc j'aime bien l'écouter, et puis le 45 minutes, je trouve que c'est un très bon format, donc c'est celui-ci que j'écoute. Et après j'écoute quand même celui du Monde, je sais même pas comment il s'appelle, le podcast du Monde, tous les jours, parce que là c'est pour avoir quand même l'actu nationale, internationale, ce qui permet, parce que moi je suis très focus éco, et voilà, c'est bien en 20 minutes. Il te fait un petit résumé, il prend un sujet et il le décortique avec un journaliste de la rédaction. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.